À 15 ans, mon désir aventureux de toujours repousser plus loin les limites du connu me poussait à tendre le pouce pour faire le tour de mon département. En une journée, c'était plié. Je découvrais une forme de voyage que j'adopterais désormais. À 18 ans, je partis faire le tour de France en stop, seul, sans argent et sans portable. L'année suivante, le tour d'Europe. En 2019, j'organisais une course d'autostop à 10 à travers l'Europe. Cela fait 10 ans maintenant que j'ai tendu le pouce pour la première fois. Et après plus de 25 000 km au compteur, il est venu pour moi le temps de vous transmettre ce que j'ai appris pour que vous puissiez vivre vous-même vos propres aventures. Alors après mes voyages à travers la France et l'Europe, on m'a souvent demandé mais comment techniquement voyager sans argent. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui ce petit guide pratique et complet du voyage sans argent dans cette France et cette Europe du XXIe siècle. Comment faire du stop, comment manger, comment trouver l'hébergement. Vous allez voir, c'est parti. D'abord, un point sur le pourquoi du comment. Pourquoi voyager en stop et sans argent au XXIe siècle? Si vous cherchez une solution de transport rentable et efficace, ce n'est sûrement pas vers l'autostop qu'il faut vous tourner à l'ère du covoiturage, des cars et des trains à bas coût. Le stop est une manière exigeante de voyager. Il vous faudra vous armer de patience, accepter que tout n'aille pas dans votre sens, que tout ne dépend pas de votre volonté. Tout ce que vous allez apprendre dans ce guide n'est rien d'autre qu'une manière très humiliante de voyager. À chaque étape, vous allez devoir sacrifier de vous-même et accepter de dépendre complètement des autres. Voilà la valeur ajoutée de ce genre de voyage. Dans une époque où l'argent est roi et gouverne toute votre vie, vous donnant la maîtrise de chaque élément de votre réalité, conditionnant votre statut social bien plus que tout autre élément, dictant toutes vos possibilités dans la vie, époque où tout va toujours plus vite pour répondre instantanément à vos moindres désirs, où les algorithmes des réseaux sociaux cloisonnent votre pensée et la polarisent, où les gens ne se rencontrent plus que comme des masses aux intérêts opposés, où brillent quelques individus par l'étalage de leur réussite égocentrique. Voyager comme le dernier des mendiants, sans argent, sans téléphone, vous offre la possibilité de renouer vraiment avec l'essentiel. À chaque étape de votre aventure, car c'en est une, vous rencontrerez les vrais gens, ceux que vous ne rencontrez jamais, des gens riches ou pauvres, de tout corps de métier, de toute confession, de tout horizon, de toute génération. Vous passerez parfois des heures de trajet avec eux, et l'habitacle du véhicule se fera confessionnal. Si vous avez assez de curiosité et d'empathie, vous découvrirez des réalités variées qui vous feront grandir. Vous entendrez les joies et les douleurs de l'humanité, sa quête de justice et de vérité, son besoin d'être aimé, son désir de Dieu, ses désillusions, son désespoir, ses renoncements. Si vous tendez l'oreille à ce que l'on confie aux voyageurs de passage qu'on sait ne jamais revoir, vous entendrez l'intime gémissement de l'humanité. Chaque voiture que vous prendrez, chaque repas que l'on vous donnera, chaque soirée que vous passerez avec vos bienfaiteurs, sera l'occasion d'ouvrir votre esprit à la rencontre des autres et de vous trouver vous-même, pauvre, authentique, sans artifice. Vous savourerez la vraie valeur de la vie et le prix à payer pour la vivre, sans argent. Cette vidéo est sponsorisée par Obicity, épicerie à Aubignan. C'est bon, ça vous va? Merci, c'est sympa. Voilà, donc on est là avec Swan, qui m'a parlé de son projet. C'est très intéressant. Bon courage à vous, à Swan et au caméraman, parce qu'on ne le voit pas souvent, je pense. Et au plaisir, je vous laisse nous ajouter via le Snapchat de l'épicerie Obicity84. Et on se dit à bientôt. Merci. Ciao les gars. Merci. Check, attends. Check, on serre la main quand même. En vérité, aucune vidéo n'est sponsorisée ou monétisée sur ma chaîne pour qu'aucun d'entre vous n'ait à subir de publicité invasive. Si vous souhaitez contribuer à faire vivre cette chaîne ou me remercier pour les mois de travail derrière cette vidéo, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee. Le lien est en description. Bon visionnage. Vous pouvez vous lancer directement dans l'aventure en sortant tout simplement de chez vous et en partant où bon vous semble, ou vous pouvez la préparer.
Dans tous les cas, il y a quelques petits conseils qu'il vous faut avoir en tête si vous manquez d'expérience pour prendre la route dans les meilleures conditions. Ne pas vous astreindre à des objectifs impossibles qui vous useront et vous mettront en danger. Vous devez d'abord définir le but de votre voyage. Ce peut être de découvrir le monde, rencontrer des personnes formidables, éprouver votre foi, faire l'expérience de la providence ou tout simplement changer d'air, vous balader en vous reconnectant à l'essentiel. Une fois que vous avez défini votre motivation profonde, vous devez délimiter les moyens qui vous permettront de la vivre. En fonction, vous pourrez modifier le degré de sécurité que vous prendrez, si vous prenez vos moyens de paiement, de communication ou de couchage. Ce que nous aborderons dans la partie équipement. Une fois votre objectif et vos moyens définis, il vous faut maintenant préparer votre itinéraire de voyage et les étapes que vous ferez. En fonction de vos choix précédents, vous ne pourrez pas le calculer de la même manière. Si vous avez prévu de mendier le gîte et le couvert ou de faire un peu de tourisme, vous devrez faire des étapes plus courtes, car il vous faudra ménager le temps nécessaire à ces activités qui peuvent être chronophages. Si au contraire, vous avez déjà la certitude de savoir où vous passerez la nuit ou que vous vous restaurerez par vos propres moyens, vous pourrez passer plus de temps sur la route et faire des étapes plus longues. En fonction des pays, l'appréciation des distances n'est pas la même. On progresse moins vite dans un petit pays qu'un grand, car ses habitants sont moins accoutumés à faire de grandes distances. 250 km sont une promenade de santé en France, mais 100 km en Autriche peuvent être un chemin de croix. Renseignez-vous d'abord sur les pays que vous allez traverser. Au cours de ce guide, vous verrez les conséquences de choix de voyage radicaux. Cela vous permettra de revenir à cette étape avec plus de recul. Alors, ici on est sur une aire d'autoroute. J'en profite pour faire le point un petit peu sur l'équipement parce que c'est souvent des questions que vous me posez. C'est très simple. J'ai ici ma besace. Ma besace, je me dis que voilà, elle est assez petite. Il faut que tout rentre dedans. S'il y a trop, j'enlève. Voilà, tout simplement. Et je ne rajoute pas un autre sac. Le but c'est de voyager le plus léger possible. J'ouvre ma besace. J'ai quoi? J'ai mon poncho. Mon poncho qui va me servir à plusieurs choses. Me couvrir quand il fait froid, puisque ça couvre l'ensemble du corps. Ça peut me servir d'oreiller et d'une couverture supplémentaire si j'ai trop froid la nuit. Trousse de toilette, le plus important, le savon. Il faut toujours être propre. Un peigne, parce que quand il y a un peu de vent comme ça, c'est toujours important de se remettre bien. Voilà, c'est pareil, il faut bien présenter. Brosse à dents, dentifrice, rasoir. Bon, je vous la fais pas. Le principe, c'est quand même de conserver de l'hygiène. C'est très important. J'ai juste une tenue de rechange, donc un pantalon, une chemise, c'est juste pour être un peu élégant. J'ai une serviette qui ne tient que dans très peu de place, le linge de maison, classique. 2 calbutes, une paire de chaussettes en rab et voilà. Après des livres, bon. Des masques à oxygène contemporains pour se préserver de toutes les impuretés de l'air ambiant produit par le grand capitalisme. Un bloc-notes si jamais j'ai de quoi écrire des notes avec un stylo. Par exemple, typiquement là on a rencontré des personnes en stop, je peux inscrire leur nom pour m'en rappeler, pour pouvoir écrire des notes ensuite de voyage. Et puis ici j'ai un petit cahier avec des feuilles pour écrire toujours. Ensuite un sac de couchage. Pourquoi un sac de couchage? Je pourrais m'en passer. Bon là c'est facile, ça se transporte bien avec tout le sac. Mais c'est surtout qu'en fait ça évite à ce que les personnes qui vont nous recevoir, nous accueillir, elles aient à faire un lit, faire des draps, etc. C'est juste par respect pour les personnes qui nous accueillent. Voilà, ensuite du carton. Ça permet d'écrire. Donc pour écrire, alors il y a plusieurs possibilités. Moi ce que j'utilise en général, c'est un feutre. Voilà, ça peut très bien être une craie. Bon a priori c'est plutôt un feutre. Donc ça permet d'écrire sur le carton. Et donc vous pouvez vous faire des petits panneaux. Pour découper le carton, j'utilise un couteau. Donc là en l'occurrence j'ai mon téléphone d'ailleurs. Si vous choisissez de partir avec un téléphone intelligent, vous pouvez y installer 2-3 outils qui vous serviront bien et dont les liens sont en description de cette vidéo. Le premier est Eachwiki, une encyclopédie libre et collaborative dédiée à l'autostop sur laquelle vous pourrez trouver des conseils et astuces, de bons endroits où faire du stop pour quitter rapidement une ville et tout plein d'expériences de voyageurs qui pourront vous servir à préparer ou réajuster votre expédition en cours de route. Le second est Maps.me, une application GPS qui vous permet de télécharger des cartes que vous pourrez utiliser hors ligne lors de votre trajet, afin de vous repérer sur votre parcours.
Il en existe d'autres, mais c'est elle qui m'a été le plus recommandée. Le troisième est l'application Couchsurfing, qui vous permettra de trouver en amont des personnes disposées à vous accueillir gratuitement chez elles dans les villes dans lesquelles vous séjournerez. Vous pouvez aussi utiliser l'application Park4Night, qui vous permettra de trouver rapidement des lieux gratuits ou payants où planter votre tente pour la nuit. Personnellement, je n'ai jamais utilisé aucun de ces outils. Dans ce guide, nous allons voir comment nous en passer. C'est pas obligé de l'avoir, puisque j'ai voyagé en France et en Europe sans portable. Là on l'a parce qu'on a des interviews à faire, donc il faut que je m'organise avec les personnes. Ici on a donc un couteau Opinel classique, simple, basique, pour découper donc du carton. Et du coup là ça permet d'avoir tout d'un coup deux machins. Le couteau qui sert donc évidemment pour découper du carton, mais également pour manger, pour se raser, pour couper des trucs s'il y a besoin. Donc j'ai dit des feutres pour le truc, mais alors ça c'est l'autre possibilité, c'est si on va trouver une ardoise, vous pouvez utiliser en fait des feutres Velleda effaçables. Le principe c'est simple, c'est que du coup vous avez comme du carton, mais en fait vous avez une ardoise que vous pouvez garder, et donc vous pouvez donc écrire le lieu où vous allez, effacer et écrire autre chose. Donc en fait vous avez toujours votre panneau avec vous si vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'échanger sans arrêt des cartons, trouver du carton, etc., etc. Et puis autre chose, c'est la boussole. La boussole c'est hyper pratique pour pouvoir se repérer. Et puis la Bible qui est un peu le pendant de la boussole. C'est-à-dire que si je sais pas où aller, je dis Seigneur où vais-je, il me dit et puis on y va, tu vois. Voilà. Voilà un peu le tour de ce que vous pouvez avoir besoin en première instance. En réalité, là je trouve que je suis vachement chargé. On peut partir les mains dans les poches et les poches vides. Là déjà je suis équipé pour aller à l'autre bout du monde. Parce qu'en fait, il faut que vous gardiez un principe, c'est que si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez le trouver sur la route. Donc votre nourriture évidemment. Voilà, si j'ai besoin d'une carte de France parce que je trouve que pour me repérer c'est quand même vachement plus pratique, je peux le trouver sur la route, etc., etc. Là j'ai vraiment blindé mon sac, il n'y a plus grand chose qui passe dedans, donc a priori j'ai pas envie de faire du stockage et de m'embêter avec des trucs supplémentaires. Et le chapeau qui protège du soleil, qui vous donne tout de suite de l'élégance, et quand vous êtes là à faire du stop, les gens disent waouh, un aventurier c'est extraordinaire. Donc ça participe du personnage, ça participe au mythe, n'est-ce pas? Donc forcément les gens quand ils voient un truc un peu mythique, ça sort de l'ordinaire, ils se disent ah bah tiens on va passer une aventure avec un autostoppeur, ça va être formidable, tu vois. Donc pourquoi pas. Alors nous sommes en hiver, nous avons changé de saison, alors je change de chapeau. Et oui, parce que celui-ci a vécu sa dernière aventure au cours de ce guide. Donc eh bien voilà. Alors on va parler d'un autre sujet, c'est la tente, parce que ce que je vous invite vraiment à comprendre, c'est que vous pouvez partir avec rien. Par contre, c'est vrai que avoir une tente, c'est quand même un soutien psychologique énorme, parce que y a des moments, effectivement, vous ne trouverez pas forcément l'hébergement, et ça risque d'être compliqué, surtout effectivement en hiver. Alors moi je suis parti avec cette tente là. Bon, normalement il n'y a pas de sangle comme ça, c'est une sangle de sac à main que j'ai pris à ma soeur, qui, bon, vous voyez bien aussi, elle a vécu, hein. C'est pas hyper pratique. Ceux qui savent, qui campent un peu, savent très bien que c'est un peu chiant, parce que voilà, c'est gros, vous voyez, par rapport à l'ensemble de mon corps, hein, ça représente quand même un petit paquet, c'est un peu lourd, c'est encombrant. Donc, comme je le disais, c'est un peu contradictoire avec cette idée de voyager avec le minimum. Cependant, pourquoi ça peut être intéressant? Parce que du coup, là, j'ai quand même un sac qui reste petit. J'ai ça, et je peux, à l'intérieur, je peux y glisser des couvertures et rajouter des choses. Par exemple, de la nourriture que je pourrais stocker si on me donne beaucoup. Comment l'utiliser? Bon, c'est une tente 2 secondes, hein, vous savez, c'est celle qui se déplie comme ça, donc c'est très pratique pour le coup quand il fait nuit, que vous savez pas, vous pouvez pas trop voir en fait ce que vous faites pour planter une tente, machin, la monter. Là ça va très vite. Moi quand je campe en hiver, ce que je fais c'est que donc je lâche ma tente et je mets une couverture de survie. Vous connaissez peut-être sans doute même le principe. Il y a 2 côtés à une couverture de survie. Un côté, alors ça dépend lesquels, hein, mais en général c'est comme ça. Il y a un côté argent et un côté doré. Le côté doré c'est vers le froid, le côté argent c'est vers le chaud. C'est pour conserver la chaleur. Donc ce que je mets le côté doré sur le sol et le côté argent en haut
Je mets des couvertures du coup en laine assez fine mais bien chaude, et après je peux dormir dessus, et là vraiment je vais pas avoir froid. Parce que c'est important effectivement de ne pas mourir de froid si vous n'avez pas le choix en fait de dormir dehors. Moi j'ai fait le tour de France et le tour d'Europe avec une tente. C'est plus tard que je me suis débarrassé de la tente. Mais d'habitude je voyage en été, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Mais même en été en fait, il y a des moments où il fait froid, il pleut, et vous n'allez pas trouver de gens pour vous héberger. En hiver, je pense que c'est quand même indispensable parce qu'il fait nuit assez tôt, donc vous n'allez pas forcément pouvoir trouver de gens pour vous héberger. Et là, effectivement, ça peut vite être indispensable pour pouvoir passer une nuit en sécurité. Donc après, évidemment, les tentes, vous pouvez les planter un peu n'importe où. Si vous voyagez sans argent, vous êtes en situation de survie. Donc, les autorités sont assez, en général, compréhensives avec l'utilisation de cette tente, même si vous pouvez aussi vous faire déloger. Si par exemple vous campez plusieurs nuits de suite au même endroit, si par exemple c'est dans un parc public ou quoi que ce soit, c'est normal qu'à un moment donné on vous dise oui mais en fait vous n'avez rien à faire là. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut savoir sur la tente. Là on va voir très rapidement comment se servir d'une boussole et d'une carte, parce que ça va vous permettre en fait d'avoir les compétences nécessaires pour pouvoir vous balader n'importe où, à partir de chez vous jusqu'au bout du monde. La boussole, c'est celle-ci, c'est celle que normalement vous avez dû connaître quand vous étiez à l'école primaire ou au collège pour faire de l'orientation. C'est quelque chose d'extrêmement simple, il y a plein de tutos plus détaillés sur YouTube, là on va voir juste comment s'en servir rapidement. On a notre carte là, je veux quitter Angers pour aller au Mans. J'ai pas besoin d'avoir une carte détaillée d'Angers pour pouvoir sortir de la ville en fait. Ma carte de France elle me suffit si j'ai ma boussole. En fait je vais trouver la direction parce que j'ai envie de prendre l'autoroute par exemple ou la départementale, je vois globalement c'est dans cette direction là. Donc qu'importe un peu où je suis dans Angers, je vais pouvoir trouver la direction, pouvoir sortir de la ville. Comment je vais faire? Je vais prendre ma boussole, je vais la mettre droit par rapport à une des lignes qui composent la carte. Sur ma boussole, il y a plusieurs lignes. Il y a aussi une ligne qui est horizontale. En fait, je vais en avoir besoin pour pouvoir me repérer sur la carte. Il y a plusieurs lignes horizontales et verticales. Ici, Angers, c'est là. Je peux me mettre globalement sur cette ligne. Ici, le bout de ma boussole contre, ou prendre une autre ligne, n'importe laquelle de la boussole. Voilà, mais l'important c'est d'être bien droit dessus, d'avoir la flèche ici qui peut bouger, fixée sur le nord. Et ensuite, je vais prendre ma carte et je vais me mettre sur le nord. Voilà. Et donc, je vais sur Angers. Je reste bien donc avec des parallèles. Et je vais bouger, hop, comme ça, prendre la direction de cette fameuse intersection ici. Tac. Vous voyez ici, en même temps que je bouge toute cette partie là, il y a un trait qui se déplace, et en fait ce trait là il est super important parce qu'il va me donner mon azimut. Je prends mon azimut, donc là c'est un azimut on va dire à 40 degrés. Donc ensuite je me replace vers le nord, quand je vais pouvoir me balader, aller n'importe où. Je replace ma boussole bien, il faut qu'elle soit bien à plat. Toujours évidemment parce que sinon c'est faussé. Hop, j'ai ma direction. Et à partir du moment où j'ai trouvé la sortie de la ville, et là je vais pouvoir faire du stop selon les techniques que je vous aurais montrées. Avec la boussole et la carte, je peux aller n'importe où. Une carte, ça se trouve beaucoup plus facilement. Votre boussole, vous la gardez avec vous précieusement, bien sûr. Vous avez votre carte de France, donc faites-y attention. Moi, la mienne, du coup, elle est indéchirable, étanche, quoi. Donc en fait, là, j'ai pas de problème alors qu'il pleut. Ça va pas me tout foutre en l'air. Vous voyez, ça me prend pas beaucoup de place parce que je l'ai plié. Ensuite, ce qu'il y a de bien, c'est que une carte, vous avez celle de France. Évidemment, c'est pour avoir les grandes routes, etc. Ensuite, vous rentrez dans une ville. Bon, il y a des arrêts de bus dans lesquels vous pouvez trouver des cartes. Quand vous avez votre boussole, vous pouvez repérer à quelle rue vous êtes, etc. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire dans le quartier ou pour revenir dans le centre-ville. Et en fait, ça va assez vite. Et vous allez d'arrêt de bus en arrêt de bus. Ou alors vous retenez la carte dans la tête. Après, si vous avez besoin d'une carte de toute la ville, plus généralement, il y a des offices de tourisme où vous retrouvez des cartes plus complètes, plus détaillées que celles qui sont aux abribus. Donc finalement, on peut se débrouiller très bien. Pourquoi c'est plus intéressant pour moi qu'un téléphone portable? Parce que le téléphone, ça coûte nettement plus cher. Donc si vous le perdez, c'est très compliqué. Et après, si vous avez eu l'habitude de vous fier de la technologie, en fait, vous ne pouvez pas compter sur vous-même. Vous pouvez vous retrouver dans des situations
où vous n'avez pas anticipé d'avoir la carte de tel endroit. Et en fait, la boussole vous permet d'aller n'importe où. Vous pouvez traverser un champ, aller faire des randonnées un peu partout, dans des situations où en fait vous avez besoin de marcher parce qu'il n'y a plus de route, il n'y a plus rien, et c'est beaucoup plus précieux quand justement on n'arrive pas à reconnaître le nord du sud, l'ouest de l'est, parce qu'il y a des nuages et on n'arrive pas à avoir une lecture du ciel suffisante pour savoir où est l'ouest et l'est. Le jour, la nuit c'est plus compliqué. Là c'est plus en fonction des astres, de la nature qui vous environne que vous pouvez avoir votre cap fixe, donc c'est quand même vachement plus précieux, et dans toutes les circonstances en fait ça peut vous servir. Voilà, donc ça pour moi c'est vraiment le plus important. Ça Enzo, c'est pour tenir un téléphone. Exactement. Parce que toi tu te déplaces avec ton GPS. La plupart des gens aujourd'hui, en 2023, ils ont tous un téléphone intelligent et ils se déplacent avec un GPS qui les accroche à leur voiture. Et donc, vous pouvez compter dessus. Si vous n'avez pas une direction, vous pouvez aller voir les gens et ils vous indiquent. Ça fait une occasion de parler, de discuter, de rencontrer des gens à qui vous n'allez pas forcément demander l'hébergement ou le repas, mais vous allez pouvoir prendre le pouls aussi de la ville. Est-ce que les gens sont réceptifs? Est-ce qu'ils ont envie de vous parler, etc. Et ça, quand on arrive dans une ville, c'est super important. Quand vous êtes dans la voiture, en général, la personne a son GPS, donc vous n'avez pas besoin de vous encombrer avec un téléphone. Ok, vas-y. Alors vous savez que quand on fait du stop, il y a plusieurs techniques. Bon. Donc évidemment quand on fait du stop, il y a deux façons classiques pour faire du stop. Soit vous avez le panneau, soit vous n'avez pas de panneau et vous avez juste votre pouce. Évidemment le pouce, c'est dans cette région d'Occident qu'on le pratique. En France et dans ces pays d'Europe occidentale. En Russie par exemple, vous ne faites pas le pouce parce que c'est un signe insultant, il me semble. Donc vous risquez de vous faire chasser par un tank qui sort comme ça de la toundra, ça va être la merde. Donc plutôt privilégier un coucou, le panneau ou le pouce. Et pourquoi pas les deux? Vous pouvez très bien faire les deux. Voilà. Par contre du coup, il faut comprendre que ce sont des outils, c'est les outils de l'autostoppeur. Donc chaque outil, il répond aussi à des situations et il ne vous fera pas faire la même chose. Donc là vous voyez, j'utilise le pouce parce qu'en fait, là, on va plus dans la direction de Poitiers ni de Cholet ou quoi que ce soit. La pancarte ne sert à rien puisque nous sommes sur une départementale. Donc là c'est le pouce qui est le plus indiqué comme méthode, puisque là on va essayer d'arrêter un peu n'importe qui pour nous faire avancer de 5, 10 bornes, 15 bornes. On s'en fout un peu quoi. On veut juste avancer maintenant vers l'objectif. Le pouce, c'est un peu votre thermomètre. Moi je le vois comme ça. Il y a des gens qui vont aller dans votre direction mais qui vont pas le savoir parce qu'ils ne savent pas quand vous tendez le pouce où vous allez. Ils vont seulement savoir que vous faites du stop. Le pouce, il vous permet en général de faire des petits sauts de puce et d'avancer un peu dans la direction où vous faites du stop sur la route où vous êtes déjà placé. Mais il ne vous permet pas nécessairement d'atteindre la destination. Ou alors il faut vraiment être très très près de la destination. Voilà. Donc en général, moi le pouce, je m'en sers plutôt comme un indicateur pour savoir si les gens sont capables de s'arrêter à l'endroit où je suis, si finalement je suis bien positionné ou pas, si je suis dans la bonne direction, parce que du coup, si les gens s'arrêtent, vous pouvez leur demander « je veux aller à telle direction, est-ce que c'est vraiment le bon endroit ?» Et peut-être que par exemple, si vous êtes très mal placé et que vous ne le saviez pas, la personne peut, vous pouvez voir avec la personne qui s'est arrêtée, de dire peut-être que vous pouvez me placer à un meilleur endroit. Mais vous devez bien le discerner du coup avec la personne qui se sera arrêtée. Parce que si ça se trouve, en fait, vous allez aller à un endroit pire. Parce que la personne pense que bien faire, mais elle ne sait pas les tenants et aboutissants du stop, donc elle risque de vous perdre. Ça va dépendre du lieu où vous êtes, ça va dépendre si les gens ont la place de s'arrêter ou pas. Ça, on va le voir dans le choix des emplacements. J'affiche le panneau, ça veut dire que j'affiche une direction lointaine et que la personne, soit elle y va, soit elle y va pas. Ça permet de trier tout de suite les gens qui vont à Poitiers
ou qui ne vont pas à Poitiers. Alors dis-nous tout là. Donc là, on part pour Avignon. Donc je vais écrire 2 panneaux sur un bout de carton qu'on a trouvé donc, dans une boutique. Voilà, il suffit de demander hein, à chaque fois, comme je vous dis, si vous n'avez pas quelque chose, vous pouvez le trouver, que ce soit des vêtements, que ce soit de la nourriture, que ce soit un feutre, un stylo, n'importe quoi. Le carton, évidemment, c'est votre matière première quand vous n'avez pas une ardoise pour pouvoir signaler votre direction. Donc, comme ici on est à Lyon, il y a un petit chemin avant Avignon. Les gens ne savent pas forcément où se trouve Avignon. Donc nous, on veut juste au moins sortir de l'agglomération. Et sortir de l'agglomération, bah, c'est un peu compliqué. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher 2 choses. La direction par rapport à ce qui est indiqué sur les panneaux, c'est-à-dire Marseille, et en même temps notre destination, Avignon. Et effectivement, sortir d'une agglomération, c'est toujours un peu difficile, parce qu'il y a beaucoup de directions. Donc c'est très important d'être précis. Je pense que le meilleur endroit pour la pancarte, c'est les péages. Ça va être des stations-service si vous venez juste d'être sorti, des entrées d'autoroute, ce genre de choses, voilà, qui vous emmènent loin. Et donc vous êtes sûr que c'est la bonne direction. Ou des sorties de ville. Donc le pouce pour arrêter un peu tout le monde, ça ne trie pas, ça n'est pas un élément filtrant. La pancarte est un élément qui filtre, mais qui peut tellement filtrer que du coup vous allez aussi rater des voitures qui vont vous emmener plus proche. Mais du coup vous allez aussi trouver des voitures moins fréquemment, mais qui vont aller directement à votre direction ou alors très proche de votre direction. Maintenant il faut adapter le bon moyen à la bonne fin. L'affiche, c'est quand vous avez des grandes distances à faire. Vraiment des grandes distances. Typiquement là on est sur une aire d'autoroute. C'est utile, si je me mettais à la fin de l'aire d'autoroute, d'avoir la pancarte. Alors, on est sur une aire d'autoroute, donc les gens sont arrêtés, les gens parlent, marchent, etc. Ils sont en train de faire une pause. Donc c'est beaucoup plus pertinent là, pour le coup, de n'utiliser ni la pancarte, ni le pouce, mais d'aller directement à la rencontre des gens, leur parler poliment, etc. Ils vont vite se rendre compte que vous êtes des gens sympathiques. S'ils vont dans votre direction, ils vous prendront. Et ça, si vous comprenez ça, cette leçon très simple d'adapter vos moyens à la fin que vous visez, à la situation, au contexte, etc. Et bien là, vous serez un bon autostoppeur et vous arriverez toujours à vous en sortir. Donc là, on est sur un rond-point. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le rond-point, il distribue les directions. Donc en fait, le rond-point va filtrer pour vous les voitures. Vu le passage qu'il y a, le peu de monde qu'il y a, ça vaut le coup d'arrêter les gens dans la bretelle juste avant Lyon. Parce qu'on n'a pas besoin d'afficher la direction, les gens comprennent que c'est là qu'on va. Donc là, vous voyez bien, les voitures ont l'espace pour s'arrêter. Il y a bien 2 mètres en fait entre le mur et la bande blanche. Donc de fait, les voitures vont avoir l'espace pour s'arrêter. Cette bande là, c'est pas dingue, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais il n'y a pas d'espace derrière sur la branche pour que les gens puissent s'arrêter après la prise de direction. Donc on va s'arrêter là. Donc là, au contraire de l'autre situation, on est après le rond-point, donc on sait très bien que toutes les personnes qui vont passer ici vont dans notre direction, c'est-à-dire Carpentras. Et là, en plus, il y a vraiment le lieu pour que les voitures puissent s'arrêter tranquillement sans gêner la circulation. Donc c'est parfait. Il faut toujours, quand on fait du stop, penser les choses comme si on était un conducteur. Quand on pense les choses de notre point de vue d'autostopper, de notre point de vue de piéton, en fait, bah ça marche pas. Il faut imaginer comment les gens peuvent s'arrêter pour pouvoir nous prendre. Si les gens en 5 secondes qui vous voient, ils n'ont pas le temps de se dire ah, je peux m'arrêter et que ça devient évident pour eux que c'est juste après vous, ça va être compliqué. Alors quand vous faites du stop
En tout cas, quand vous vous rendez au point de stop, n'hésitez surtout pas à bien montrer, à laisser apparent votre direction. Parce qu'il y a des gens qui peuvent regarder où vous allez et s'arrêter alors même que vous n'avez pas commencé le stop. Si vous indiquez une autre direction, vous allez faire l'effet inverse. Aller dans l'autre direction qui n'est pas la vôtre. Donc bref, donc du coup, vous marchez en indiquant bien votre direction et vous continuez juste, voilà, vous allez voir, c'est possible qu'il y ait des gens, avant même que vous ayez commencé à tendre le pouce, qui s'arrêtent pour vous prendre. Donc surtout n'hésitez pas, soyez stratégique. Ici c'est typique du bon spot parce qu'il y a un ralentisseur, donc les gens sont obligés de ralentir, ils vous voient bien, vous avez le temps d'avoir un contact visuel important et puis surtout juste derrière il y a vraiment l'espace pour s'arrêter, donc c'est ce qu'il faut. Et là il faut bien sourire, bien en fait créer le plus de liens possible avec la personne, avec le chauffeur que vous avez en face en le minimum de temps. Voilà, vous montrez que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil et que vous n'allez pas le détrousser ou quoi que ce soit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer... En fait, il y a deux possibilités. Soit on trouve quelqu'un, là on a beaucoup de chance, qui part directement de Lyon pour aller à Marseille ou à Avignon. Soit surtout, on va trouver quelqu'un qui va pouvoir nous sortir de la ville, direction Avignon, direction Marseille. Et dans ce cas-là, on lui demandera de nous déposer à l'entrée du péage. Ce qui fait que du coup, après, on aura beaucoup plus la possibilité de trouver des gens au péage qui s'arrêtent, qui ouvrent leurs fenêtres et à qui on peut montrer qu'on est gentil, qu'on ne va pas les tuer et qu'ils peuvent nous prendre jusque à la destination ou au moins nous faire un bout de route jusqu'à une aire d'autoroute ou jusqu'à un péage s'il n'y a pas moyen de faire mieux. Parce qu'en fait il y a une difficulté en fait sur les sorties d'agglomération, c'est que souvent il faut faire beaucoup de routes. Là on a pu prendre le métro, donc on peut mendier des tickets de métro à l'entrée du métro. Là on a pris le métro jusque ici qui est au centre de Lyon, puisque l'autoroute Lyon a cette particularité de la voir directement dans le centre, qui passe par le centre. Donc voilà, mais la plupart du temps, il faut prendre les transports en commun jusqu'à l'extrémité de la ville, à l'endroit où les gens sortent de la ville. Voilà, mais là la particularité c'est que c'est dans la ville, c'est pas forcément plus simple parce que en fait les gens roulent très vite, il n'y a pas trop de lieux pour s'arrêter, etc. Alors qu'en général, quand on sort de la ville, c'est tout de suite plus simple, toujours plus large, alors que dans la ville c'est concentré, donc c'est assez difficile. Donc là ce qu'on va devoir faire, c'est faire du stop au feu rouge qui est là-bas, quand les voitures sont arrêtées, pour leur montrer les directions, parce que là il pleut, donc forcément les gens vont être moins enclins à ouvrir leurs fenêtres pour nous laisser leur parler. Voilà. Donc on y va. Donc là nous quittons Orange pour Valence et nous sommes au péage d'Orange. Alors ce qu'il y a d'intéressant maintenant c'est de voir comment on peut faire du stop à un péage. Il faut bien comprendre que normalement c'est absolument interdit de faire du stop sur l'autoroute. Le péage étant considéré comme faisant partie de l'autoroute. En France il y a une tolérance. Alors ça dépend après des régions. Le seul péage où je me suis fait virer c'était en Normandie. Et là ce sont justement les travailleurs du péage qui m'ont sorti du péage. Mais en général, quand il m'est arrivé de faire du stop sur l'autoroute, je veux dire, voilà, avec toutes les voitures qui vont à toute berlingue, les gendarmes qui m'ont cueilli m'ont ramené sur les péages. Donc il y a une tolérance en France au niveau de la police. Par contre, en Italie, je me suis pris une amende sur le péage. Donc voilà, il faut le savoir. Ce qu'on va faire ici, c'est d'indiquer vraiment Valence et en fait de se mettre non pas au début du péage, non pas après le péage, mais directement au portique
et en fait proposer aux gens, quand ils ont la fenêtre ouverte, de nous emmener à Valence si c'est leur route, peut-être de leur transmettre un ticket directement, de faire ce petit geste de gentillesse qui leur permet de voir qu'on n'est pas des méchants. Voilà. Il y a des petits portiques de sécurité qu'il vaut mieux prendre pour éviter de se faire renverser. En fait, tout l'intérêt, c'est que là, les gens, ils ralentissent, ils ouvrent parfois leurs fenêtres. Bonjour monsieur. Et après, du coup, ils nous voient, on a le temps de parler, d'échanger quelques mots, et ils peuvent se garer juste après le péage. Donc c'est tout l'intérêt. Bonjour. Bonne route. Bonjour. Bonjour. Courage les gars. Merci, bonne route. Souvent, quand on commence à faire du stop, on se dit, pour faire des grandes distances, le mieux ce serait prendre des camionneurs comme ça, qui vont faire de la route, qui vont faire énormément de kilomètres et qui ont passé des heures justement sur la route. Effectivement, c'est sûr que si vous arrivez à prendre ce genre de véhicule, vous allez faire de la route. Le problème, c'est qu'en général, où est-ce qu'on les rencontre? On les rencontre à l'arrêt, ici, sur ce genre d'aire de repos. Et tu as compris qu'une aire de repos, c'est fait pour se reposer. Donc tous les mecs là, ils sont en train de pioncer. Si tu viens pour frapper à la porte, pour leur demander s'ils vont dans ta direction, en fait, tu vas juste les faire chier plus qu'autre chose. Donc c'est vraiment pas une bonne idée. Le mieux, si vraiment on veut trouver des camionneurs pour faire de la route, c'est de les trouver quand ils sont en train de faire de la pétanque, de rigoler entre amis, faire un barbecue sur l'aire de repos, où là du coup on peut parler avec eux, montrer qu'on est un mec sympa et qu'on peut faire de la route avec eux pendant un moment. Sinon évidemment c'est très compliqué. Et puis surtout il faut parler des langues étrangères parce que la plupart du temps c'est des étrangers camionneurs qui prennent, parce que les camionneurs français ils ont des grosses pressions de leurs entreprises pour pas prendre d'autostoppeurs. Donc c'est quand même assez rare qu'ils en prennent. Mais c'est plutôt rare, alors que les étrangers n'ont pas autant de restrictions, mais du coup il faut parler la langue quoi. Alors là effectivement, comme vous le remarquez, on est sur une aire d'autoroute, mais on a été déposé ici dans le mauvais sens. Donc il y a une autre aire d'autoroute qui est dans l'autre direction, qui est sur une autre sortie, du coup, la sortie inverse de l'autoroute. Donc il faut qu'on traverse l'autoroute pour pouvoir l'atteindre, pour pouvoir justement trouver une voiture qui va dans notre sens. Donc je vais vous montrer une technique pour pouvoir passer d'une aire d'autoroute à une autre si vous vous retrouvez dans la même justement circonscription. Alors circonscription c'est pas le terme, mais t'as compris quoi. Donc là vous voyez, l'autoroute passe au-dessus, elle dessert une sortie qui va rentrer là-bas sur l'aire d'autoroute où on était. Et ici, parce qu'on s'est vraiment reculé jusqu'au bout, on trouve le petit tunnel. Donc il n'y a pas besoin de traverser comme un gros malade l'autoroute en courant. On peut passer par le tunnel. Alors soit il est au-dessous de l'aire comme ici, soit il est au-dessus, plus loin. Et ça peut être aussi des tout petits tunnels où il faut se baisser pour marcher. Donc là ils ont fait les choses bien, on peut carrément y aller en voiture. Mais il y a toujours, dites-vous qu'il y a toujours au niveau d'une aire, il y a toujours un tunnel pour passer d'un côté à l'autre. Et il faut faire un peu d'enquête pour le trouver. Et là on a trouvé facilement.
Vous pouvez être pris en stop par tout type de conducteur. Le type de véhicule qui se présente en face de vous n'a pas d'importance. Tendez le pouce ou votre pancarte. Vous seriez surpris d'être pris par un poids lourd s'arrêtant net dans un champ, un camping-car, une voiture de luxe, un taxi, des militaires, un tracteur ou même à moto. À titre d'exemple, durant ma carrière d'autostoppeur, j'ai déjà été pris en stop par des zadistes et des gendarmes mobiles venus leur taper dessus. J'ai donc pu avoir les deux versions de l'histoire. N'oubliez pas que tout peut arriver, qu'il n'y a pas de limite à la générosité des gens et qu'elle peut être très surprenante. En stop, vous rencontrerez vraiment tout le monde. Dans des circonstances particulières où le stop ne fonctionne pas, vous pouvez aussi vous débrouiller pour mendier des titres de transport pour les bus, trams, métro ou trains. Vous pouvez ainsi faire des sauts de puce de ville en ville ou atteindre des grandes distances qui pourront vous donner un nouvel élan dans votre voyage. Pour ce qui est du bateau stop, rien ne sert de tendre le pouce sur la grève du port. Deux solutions sont possibles. Soit vous allez directement sur les pontons pour discuter avec les plaisanciers, mais vous devrez passer beaucoup de temps à les arpenter pour espérer dégoter un bateau peu rapide. Soit vous allez à la gare maritime et chercher à rencontrer un capitaine ou demander aux passagers des ferries ou bateaux de croisière de vous offrir un billet. Vous verrez que c'est une méthode bien plus efficace. Mais surtout, n'oubliez pas votre passeport, car même dans l'espace Schengen, il est nécessaire pour voyager par voie maritime ou fluviale. Vous pourrez parfois ainsi récupérer les billets de voyageurs insouciants qui auraient oublié le leur. Si vous êtes déterminé et que vous avez le temps, vous pouvez ainsi partir très loin. Lorsque j'étais petit et que nous habitions La Rochelle, papa avait trouvé un voyageur qui faisait le tour du monde à vélo. Nous l'avions hébergé une semaine, jouant du réseau familial pour lui trouver un bateau. Il avait fini par embarquer pour les Canaries, puis nous avait envoyé une carte postale du Maroc. Des personnes très bien parviennent aussi à voyager en avion. Pour cela, vous devrez vous présenter à un aérodrome plutôt qu'à un aéroport, y demander les prochains vols pour votre destination et vous accorder avec les pilotes. Vous pouvez voyager seul ou à plusieurs. Le mieux est d'être en binôme, ou en trinôme à la limite, mais on peut parfois être à plusieurs binômes ensemble. Au cours de notre course d'autostop, nous avons déjà ainsi pu voyager à 6 dans la même voiture. Elle est où Filoté à 6. Et voilà, ça c'est du transport, ça. Vos compagnons de voyage pourront être des soutiens dans les épreuves et vous pourrez l'être pour eux. Ce n'est pas négligeable. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Les situations difficiles que vous allez vivre pourront solidifier vos amitiés en les passant par le feu de l'épreuve. Mais ne vous faites pas d'idées, elles révéleront aussi bien le meilleur que le pire de vos compagnons. Il y a des amitiés qui ne survivent pas à de telles expériences. Voyager à plusieurs est donc un bon moyen de faire l'expérience d'une fraternité plus profonde et exigeante que celle que l'on peut nouer trop rapidement avec ses bienfaiteurs, car elle s'ancrera dans la durée. C'est aussi un gage de sécurité pour vous, mais pas forcément pour les conducteurs. Un binôme de garçons voyage moins vite qu'un duo de filles, car on pense souvent que les femmes sont moins dangereuses et que risquant plus pour leur sécurité, il est prioritaire de les tirer d'affaire. Un binôme garçon-fille est souvent un bon compromis entre vitesse et sécurité, mais tout est possible. Vous pouvez voyager à plusieurs dès le départ ou rencontrer d'autres voyageurs sur la route et faire un bout de chemin ensemble. Comme dans tous les domaines de la vie sociale, il y a des règles de politesse propres aux autostoppeurs que vous devez connaître et pratiquer. Si vous arrivez sur un spot déjà occupé par un ou plusieurs autres autostoppeurs, commencez par vous présenter et à échanger sur vos trajets respectifs. S'il va dans votre direction, demandez-lui s'il accepte que vous puissiez prendre la route avec lui dans le cas où vous trouveriez une voiture avec suffisamment de place. Je n'ai jamais vu personne le refuser. Vous pourriez vous faire ainsi de nouveaux compagnons de route. C'est toutefois le premier arrivé qui est prioritaire pour partir. Si vos directions sont différentes, vous pouvez tendre le pouce en même temps que lui pour la vôtre, mais si vous êtes à un péage ou sur une aire de repos,
je vous suggère de demander d'abord aux gens s'ils vont dans la direction du premier arrivé. À plusieurs, vous pouvez couvrir plus de terrain pour aider le premier à trouver plus rapidement une voiture et ainsi respecter l'ordre de priorité. Il n'y a rien de plus usant que d'attendre depuis longtemps à un même endroit et de voir d'autres autostoppeurs en partir plus vite sans même avoir essayé de vous aider. Ce que vous aimeriez que l'on vous fasse, faites-le vous-même pour les autres. C'est du bon sens, mais ce sont des règles élémentaires de courtoisie qui sont primordiales à respecter pour que la pratique de l'autostop, qui est pour tous difficile et éprouvante, demeure toujours un moyen de faire de la route un lieu agréable et civilisé où se rencontrer et relever ensemble le défi de la fraternité pour vaincre l'individualisme moderne. Alors évidemment, avant de faire du stop, vous avez tous entendu des histoires sordides sur des autostoppeurs qui se sont fait découper en morceaux, qui se sont fait enlever, séquestrer, bâillonner, des trucs terribles, ou alors des autostoppeurs qui ont tué leur conducteur, machin, bon. Alors forcément, il y a des règles de sécurité à observer quand on fait du stop. C'est très important. Donc on va voir un petit peu lesquelles. Quelles sont les règles que vous devez absolument suivre lorsque vous allez commencer à arrêter quelqu'un. Voilà, c'est justement là on a une voiture qui s'arrête, c'est parfait. La première chose, c'est que il faut que vous ayez votre carte avec vous. Comme ça, elle va vous servir de guide avec le conducteur pour voir un peu où est-ce que vous allez vous mettre d'accord. On va contrôler plusieurs choses parce qu'en fait, on ne sait pas qui s'est arrêté. Alors on peut être super content parce que quelqu'un vient de nous sortir d'affaire, mais il va falloir quand même qu'on prenne certaines mesures de précaution avant de rentrer dans la voiture. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, où est-ce que vous voulez aller? Nous on va au Mans. Très bien, bah écoutez, c'est sur ma route, moi je monte à Paris. Ok, impeccable. Où est-ce que vous pourriez nous déposer au Mans? Bah écoutez, je connais un petit peu la ville, donc c'est vous qui voyez. Après, je pense que pour le mieux, c'est un terminus de tram. Ouais, exactement. En fait, c'est ce qu'on recherche pour pouvoir rentrer dans la ville tranquillement. Un tram, un métro, un bus. Très bien. Bah écoutez, oui, je peux faire ça. Ouais, impeccable. Bon bah. Vous voulez mettre vos affaires derrière? Et bah voilà, parfait. Donc là, c'est parfait parce qu'on s'est mis d'accord avec la personne sur le lieu de dépose, et ça c'est vraiment primordial. Parfois les gens veulent nous aider mais ils ne savent pas où est-ce qu'on va. Donc déjà moi j'ai contrôlé plusieurs choses. J'ai vu que d'abord la personne s'adresse à moi de manière aimable, c'est super important, et s'intéresse à où est-ce que je vais. Ça c'est crucial. On va s'accorder sur l'endroit précis de la dépose. Voilà, ça c'est vraiment important. Parfois, il y a des situations qui, au contraire, sont plutôt dangereuses. On va voir laquelle. Bonjour monsieur. Oui. Je vais au Mans en fait. Est-ce que vous pourriez me prendre? Ouais, c'est bah on met tes affaires dans le coffre là, et puis monte. Mais vous allez... J'ai un rendez-vous, je suis vachement pressé, donc mets tes affaires, tu veux que je te prenne, et puis qu'on y va là. Ok, bon. Voilà exactement la situation à ne pas faire, c'est-à-dire que la personne vous met sous pression et donc vous perdez votre sang-froid, vous vous dépêchez, alors que si on a choisi cet emplacement en particulier, c'est parce qu'il y a la place pour s'arrêter. Donc le choix de l'emplacement, il est super important. Si vous prenez un endroit où les gens ont le temps de s'arrêter, c'est un cadre sécurisé. Et si dans ce cadre sécurisé, la personne vous met sous pression, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Si elle n'a pas vraiment envie de vous aider, ça sert à rien de monter dans la voiture. Vous allez juste vous faire enfler à un moment ou à un autre. C'est pour ça que c'est important de choisir un bon emplacement. Parce qu'il y a des personnes qui vont être sous pression parce que vous n'avez pas choisi un bon emplacement. Vous avez choisi de vous mettre justement, par exemple, à l'entrée de l'autoroute, un endroit où les gens accélèrent, ou juste en sortie d'autoroute, ou même sur l'autoroute. En fait, les gens, vous les mettez dans une situation de stress. Ils ont envie de vous aider, ils s'arrêtent et ils sont dans une situation de stress. Donc du coup, ils vous demandent de vous dépêcher. Vous n'avez pas le temps de contrôler les paramètres les plus importants de sécurité. Et du coup, vous vous précipitez dans la voiture. Il y a des situations qui doivent vous mettre la puce à l'oreille.
Si la personne n'a pas de vêtements par exemple, ne rentrez pas dans la voiture. Si la personne fume des gros pétards de goudron dans l'habitacle du véhicule, ne rentrez pas dans la voiture. Si vous voyez des canettes de 8.6 bien tièdes parsèment la voiture, n'y allez pas. Parce que moi ça m'est déjà arrivé en fait, de par exemple faire du stop avec un ami pour monter sur Paris, me retrouver à un péage et de tomber sur un gitan, il n'y a rien derrière s'attacher, donc il n'y a que moi qui suis attaché devant, mon pote il a pas de ceinture, et puis le mec en fait il paye pas le péage, il t'explique qu'il vient de sortir de prison, que sa voiture c'est pas la sienne, et que il te demande de lui passer la 8.6 qui est sous son siège, tu vois. Tu fais ah. Et après le mec il est fatigué parce qu'il conduit depuis Bordeaux sans s'arrêter, et que il est bourré, donc il frôle les voitures sur l'autoroute. Ah, bizarre. Parfois on est désespéré en faisant du stop parce qu'on est là depuis longtemps, on a juste envie de se barrer et on ne contrôle pas des paramètres évidents qui nous montrent qu'il ne faut pas prendre ce véhicule. Il faut créer les conditions de la sécurité. Donc déjà en amont, bien préparer son voyage, c'est super important, de savoir le nombre de sacs que vous prenez. Moi j'ai mis mes affaires dans ce véhicule, je dois savoir combien j'ai de sacs qui entrent dans le véhicule et combien je vais en ressortir. Ça doit être le même nombre normalement. Donc voilà, c'est la même chose pour le reste de vos affaires. Moi j'ai déjà perdu des téléphones portables en voiture. Si vous avez un portable, le portable souvent il glisse de la poche, vous savez, dans la voiture. Et en fait il peut se coincer là. Et ça vous l'avez pas vu, bah vous l'avez dans le cul. C'est pour ça que c'est important de compter ses affaires en entrant et en sortant pour éviter la perte. Il y a le vol d'affaires, mais il y a aussi des pervers sexuels, il y en a plein sur cette planète. Donc en fait, moi ça m'est déjà arrivé, c'est pas parce que je suis un homme que ça arrive pas, un mec qui en fait, oui il te prend dans la voiture, tu contrôles pas, en fait où est-ce qu'il veut t'emmener, t'en as juste marre, t'as juste envie d'avancer, t'y vas. Et en fait le gars il commence à te mettre la main sur la cuisse, nanana, et jusqu'au paquet, tu vois, parce qu'en fait il comprend pas parce qu'il est italien le mec. Tu fais d'accord, bah en fait je vais quitter le véhicule, tu vois. Et là, et heureusement qu'en fait on était à l'arrêt. Mais s'il y a des choses comme ça qui se passent pendant que vous êtes en train de rouler, bon alors c'est problématique si vous êtes sur l'autoroute. Mais si vous êtes si vous commencez à ralentir, etc. Bah déjà il faut mettre des stops évidemment à la personne, mais si elle comprend pas et qu'il y a des problèmes, bon moi ça m'est jamais arrivé à ce point là en fait, heureusement. Mais en fait il y a ce qui s'appelle un frein à main sur le véhicule. Donc il y a plusieurs choses. En fait si vous êtes à basse vitesse, il faudrait voir ce que ça donne, si on pouvait faire un test, mais en gros terminé. En fait ce qu'il y a de bien c'est que alors là c'est compliqué sur ton véhicule Enzo parce que C'est un véhicule de pervers, c'est pour ça. bah ouais, en fait là il y a un accoudoir. Donc en fait si moi j'étais à l'arrière, ça aurait été compliqué de saisir le truc et de mettre un coup. En général, voilà, ça c'est si par exemple la personne ne vous emmène pas dans le bon sens, alors que vous êtes en train de contrôler avec votre carte, avec votre téléphone, avec votre boussole, et qu'il y a un pépin. Donc frein à main sur des petites vitesses, évidemment. Sinon, voilà, toujours sur des petites vitesses, coup de poing, coup de couteau. Non mais c'est important d'avoir quand même son couteau dans la poche. Et voilà, en fait, s'il y a ça, le mec il est au volant, il peut mettre un coup de volant où vous êtes dans la merde en fait. Donc petite vitesse, c'est super important. Et ça fait moins le malin. Et pour les plus aguerris, le combo des deux. Frein à main, immobilisation physique, Ouais. ça peut être efficace. Ah oui c'est ça. Et après à un moment donné, voilà. Le problème c'est si vos affaires sont dans le coffre. Et ça c'est important. C'est-à-dire si vos affaires sont dans le coffre, vous êtes dans la merde. C'est pour ça que moi en général je mets pas mes affaires dans le coffre. Même quand je vais à un covoit, n'importe quoi, je mets pas mes affaires dans le coffre. Donc je vais montrer l'autre situation de la personne même sympa. En fait, en général, je vais mettre mes affaires à l'arrière ou avec moi. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir le moins d'affaires possible. Parce que du coup, vous pouvez préserver votre personne et vos affaires dans le même mouvement. C'est-à-dire que du coup, si à un moment donné, vous devez quitter le véhicule parce que ça craint, ben en fait, vous pouvez juste sortir du véhicule avec vos affaires d'un coup. Alors que sinon, en fait, par exemple, si j'ai dû immobiliser la personne avec mon couteau et puis après je sors, si mes affaires sont dans le coffre, il a le temps de faire le même mouvement que tout à l'heure. Et alors là, je suis baisé. Et pour le reste du voyage, et ça va être compliqué. Donc je vais vous montrer moi ce que je fais
dans la situation de je dois mettre mes affaires dans la voiture. Donc je vais ouvrir cette porte parce que je vais vouloir rentrer dans le véhicule. Et il me propose de mettre mes affaires sur la plage arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les deux portes simultanément. Parce que du coup, s'il veut prendre la route maintenant, s'il veut mettre un gros coup de volant, il risque d'endommager son véhicule. Parce qu'il y a deux portes ouvertes. Tu es d'accord avec ça, Enzo, ou pas? Bien sûr. Voilà. Justement, moi je vais lui faire prendre du risque. S'il veut jouer au con, il va prendre un risque. Je vais peut-être garder ce sac dans lequel j'ai toutes mes affaires avec moi. Et je vais mettre, ce qui est peut-être le moins important du coup, c'est la tente qui me prend de la place. Je peux pas mettre avec moi en permanence. Et ça, à la rigueur, voilà. Soit je mets tout. Et dans ce cas-là, du coup, je vais arriver au niveau de l'habitacle. Je pousse la porte. Je rentre dans le véhicule. Et on est parti. Voilà, là, j'ai pris le moins de risques possible. Mais sinon, effectivement, je prends tout avec moi. Et dans ce cas-là, il y a le moins de risques. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça que je vous conseille de voyager très léger. Parce que finalement, vous prenez le moins de risques. Vous savez tout ce que vous avez parce que vous n'avez pas grand-chose. Donc, vous y faites un peu plus attention. Parce que tout vous est extrêmement utile. Donc là, on est dans la meilleure situation possible. Où toutes les conditions sont remplies pour pouvoir faire confiance à la personne. Malgré tout, en voiture, je garde avec moi ma carte ou mon téléphone qui m'indique la direction. Je vais pouvoir me référer aux indications des panneaux, savoir si on est bien en train de prendre la bonne route. Si c'est pas le cas, ça commence à être compliqué. Si vous devez faire du stop en pleine nuit, mettez-vous à la lumière pour être bien visible des conducteurs. S'il n'y a aucune source lumineuse proche de vous, il vous faudra user d'un gilet jaune, autant pour votre propre sécurité que pour manifester aux gens que vous êtes dans une situation d'urgence, ce qui vous sera profitable pour arrêter plus facilement les voitures. Autrement, privilégiez les emplacements où vous pouvez directement parler aux gens et tâchez de rejoindre la ville ou le village le plus proche. Il y a des paramètres comme ça qui comptent, qui vous mettent la puce à l'oreille. Maintenant, il ne faut pas faire la fine bouche non plus. C'est là, en fait, tout le dosage, en fait, il vous appartient. Et c'est l'expérience qui fera que. Parce que, par exemple, il y a des gens qui sont formidables et qui n'en ont pas l'air, entre guillemets. Ne faites pas la personne mijaurée. Ah bah non, excusez-moi, je ne vais pas rentrer dans ce véhicule, je ne vais pas rentrer avec des gueux pareils, excusez-moi. Je préfère les Porsche à cette porcherie, n'est-ce pas, pour une personne de mon standing. Bon, non, en fait, à un moment donné, la personne, elle s'arrête, elle est comme elle est, et c'est ça qui est intéressant, vous allez rencontrer plein de réalités différentes. Et parfois, effectivement, il y a des réalités où on se dit, c'est pas la plus reluisante, entre guillemets, ou la chose qui me fait le plus envie, mais en fait, il faut pas hésiter, quoi. Vous voulez prendre absolument aucun risque, vous inquiétez pas, hein, quand vous serez dans votre cercueil 6 pieds sous terre, là, nickel, carré dans l'axe, il n'y aura aucun risque, tu vois. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même prendre le risque de vivre. La vie, c'est pas un kiwi, ça se mange avec la peau. En fait, faut pas penser que tout le monde vous veut du mal. Il y a des personnes qui veulent votre mal et qui sont prêtes à aller loin. Donc ça, il faut le savoir. Mais la plupart des gens, la majeure partie des cas, s'arrêtent en fait. Ce sont des bonnes gens. En France particulièrement, il y a plein de bonnes gens qui ont envie de vous aider. Donc ça, c'est formidable. On peut compter dessus. Mais il y a quand même des risques à ne pas prendre. Et voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir pour vous déplacer où vous voulez sans dépenser le moindre centime et en étant le plus efficace possible. Malgré tout, il y aura des fois où vous vous perdrez, où vous attendrez des heures sans personne pour vous aider, où vous ne saurez pas si vous reviendrez un jour chez vous, où vous perdrez foi dans l'humanité. Et puis, vous la retrouverez, plus éclatante que jamais. C'est ça, la formidable aventure humaine qu'il vous sera donné de vivre, sans argent. Mais tous ces efforts vous ouvriront l'appétit, et après une dure journée de voyage ou au milieu de celle-ci, il vous faudra bien vous sustenter, et sans argent, cela ne semble pas gagné. Nous allons voir comment nous débrouiller. Arrête ça, putain. Bah alors, il fait quoi? Quoi? Il fait du stop ou il fait pas du stop? Bah oui, bah
y en a pas d'autres derrière, je vais pas garder le bras en l'air pour rien. Ah bon? Ah, c'est pour ça? Quoi, c'est pour ça? Non, mais c'est pour ça. De quoi? Regarde-le, lui. Qu'est-ce Regarde-le, là. qu'il raconte lui, avec sa caméra là, il sait même pas s'en servir. Ouais, oui, c'est pour ça. Tu vois, toi, mecton là. Ouais, ton chapeau, là. regarde-le, lui, là. Ne pas avoir d'argent et devoir mendier son repas n'est pas chose facile. Cela nous place dans une situation de vulnérabilité qui n'est pas toujours simple à gérer et qui peut être très frustrante. La première chose à respecter dans la mendicité, c'est la politesse et la courtoisie. Personne ne vous doit rien. La manière normale d'obtenir à manger, c'est de travailler pour gagner son pain quotidien. Soyez donc toujours parfaitement honnête quand vous mendiez. Expliquez simplement votre démarche, votre choix de voyager sans argent et exprimez clairement ce que vous demandez. Plus vous serez honnête et cordial, plus la personne en face sera encline à vous faire confiance et à vous aider de bon cœur. Si elle ne le fait pas malgré tout, respectez son choix. Vous ne pouvez pas connaître les causes qui la motivent. Ne mendiez jamais d'argent et n'en acceptez pas si l'on vous en propose, vous n'en avez pas besoin. Donc là, il y a une boulangerie, il est un petit peu tard, il est bientôt 20h. Donc je vais la regarder s'il y a des invendus et puis s'ils veulent bien me les donner, bah, ça fera le casse-dalle de ce soir. Et donc voilà le feu de la cueillette. Petite pizza orientale. Donc merguez, tout ça, voilà, tout ce qu'il faut. Les gars très sympas. En fait là ce sont carrément les gérants en fait qui m'ont offert la pizza. Donc c'était pas des invendus, c'était vendu et ils me l'ont offert sur leur pécule. Donc c'est un don et voilà, parfait. La gentillesse des gens, hein. Il est toujours plus facile de mendier pour soi-même que pour les autres. Mais parce qu'ici nous avions déjà mangé, nous avons décidé de mendier pour les sans-abri de Lyon. L'occasion de vous montrer différentes techniques de mendicité, mais aussi de vous apprendre à les mettre au service du bien commun. Car dans cette situation de vulnérabilité, il est facile d'être tenté d'accumuler la nourriture pour se prémunir d'un avenir incertain, ou même d'abuser de la générosité des gens pour se péter le bide comme un énorme sac à moindre frais. Je le dis parce que j'ai déjà vu comment mes conseils ont pu être mal utilisés. Soyez toujours reconnaissant de ce que l'on vous donne et ne craignez pas de le partager avec ceux qui sont dans le besoin de manière plus prolongée. Ne vivez pas votre voyage pour vous-même seulement, vivez-le avec les autres et pour les autres, dans la confiance que vous ne mourrez jamais de faim. Bonjour, est-ce que vous avez faim? Ok. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez mangé? Oui, Oui, vous avez pas faim? por favor, pesca, on sandwich. La McDonald's pesca. Si vous voulez un sandwich? Oui, Ok. pesca. Au poisson? Ok. Fish. Bonjour. Je vais prier pour lui. Ah bah on peut prier pour vous. Comment vous appelez? Joselito. Joselito. Petit Joseph. Voilà, petit Joselito à la voix d'or. Et vous avez une intention particulière pour laquelle on peut prier? Pour moi et ma fille. D'accord. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On vous confie à Marie et à Notre-Dame du Brésil. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Soyez bénie. Merci. Beaucoup. Avec plaisir. Ça fait du bien de vous rencontrer. Bah nous aussi. Hein. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que vous avez faim? Oui. Oui. On va voir si là on essaie de demander de la nourriture pour vous et pour d'autres qui sont dans la même situation. Et si on arrive à vous trouver à manger, on vous le donnera. Merci. Vous mangez de tout? De tout. D'accord. Très bien. Parfait. À tout à l'heure peut-être. Il y a plusieurs manières de mendier son repas. Vous pouvez demander aux gens dans la rue, mais ce n'est pas la meilleure façon. Le plus simple est de se rendre là où la nourriture se trouve et de demander directement dans les restaurants ou les supermarchés si les gens accepteraient aimablement de vous offrir le repas. Dans le cas du restaurant, faites toujours preuve de discrétion. Attendez que les autres clients soient partis, ou veillez à ce qu'ils ne vous entendent pas, de sorte à laisser pleinement libre le restaurateur d'accepter ou refuser sans le mettre mal à l'aise vis-à-vis de ses clients.
Il pourrait accepter de vous offrir à manger, mais pas devant sa clientèle, qui a déjà payé le repas. Ou vouloir refuser, mais se sentir épié de ses clients. Ne mettez pas vos bienfaiteurs dans l'embarras, ni les autres. Je fais une maraude pour les gens à sans-abri et j'aurais voulu savoir s'il y a des choses que vous pouvez offrir gratuitement à ces personnes. Surtout le mari, l'ordre de Malte. Ok, super, bah merci beaucoup. Au revoir. Ils donnent déjà en fait tous les soirs l'ordre de Malte. De même, si vous mendiez devant un supermarché ou à l'intérieur, au rayon des sandwichs par exemple, restez discret, de sorte à ne pas déranger les clients et provoquer la foudre des gérants. Mais la discrétion ne doit pas vous empêcher d'oser, sans quoi vous ne mangerez pas. Bonjour monsieur, excusez-moi. Je fais une maraude pour les sans-abri. J'aurais voulu savoir si vous auriez l'amabilité d'offrir un sandwich, quelque chose comme ça pour... La livrée, bon aussi je suis un peu court. Hein. Ok, pas de souci, y a pas de problème. Désolé. Bonne journée. Bonjour monsieur, excusez-moi. Je fais une maraude pour les sans-abri. J'aurais voulu savoir si vous auriez l'amabilité d'offrir un sandwich, quelque chose aux sans-abri. J'ai rien du tout là. Pas de souci. Au revoir. Donner un sandwich, quelque chose. Si là vous allez faire des courses par exemple, offrir un sandwich, après nous on s'occupe de redistribuer la nourriture. Alors on va. Merci beaucoup. Il n'y a personne qui est à l'abri. Comment? Personne n'est à l'abri de la rue. Ah oui, c'est clair. Bonjour. Ah merci beaucoup. Un sandwich pour ta compte. Ah c'est super, merci beaucoup pour eux. Super, bah, que je vous le rende. Hein. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Okay, you're collected for the poor. Mhm. Okay. Here. Yeah, Well then, good luck. yeah, thank you very much. Alors, donc on a fait le planton pendant 30 minutes devant un supermarché. On a récolté 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, une dizaine de sandwichs. Donc là, on va pouvoir les distribuer. C'est vous dire à quel point finalement, on peut aussi donc mendier dans des supermarchés, etc. On peut mendier devant, comme je viens de le faire. On peut mendier donc directement à des restaurants. C'est mieux finalement le soir, comme ils nous l'ont expliqué, puisque c'est le moment des invendus, etc. En général, c'est plutôt des indépendants qui vont pouvoir nous donner à manger directement parce qu'ils ne sont pas tenus par des firmes où ils comptent tout, etc. Donc en général, les indépendants, ils peuvent mettre des trucs sous le manteau et donc donner un sandwich à qui demande. Effectivement, quand on vient leur demander au nom des autres, souvent ils sont plus réticents que si je demandais pour moi-même. Donc là, on a demandé pour les autres, on a demandé devant un supermarché, effectivement, on a beaucoup récolté. Là, on va pouvoir donner à tous ceux qu'on a rencontrés, donc une dizaine de personnes. Et puis ce qui restera, nous, on va pouvoir le manger si on a besoin. Voilà, donc c'est reparti par... Ça y est, on a trouvé. Ça y est? Ouais, ça a été un peu compliqué, mais on a réussi à en récupérer quelques-uns. Oh, ça va. Si tu veux, tu peux nous prendre en photo, moi et mes enfants. Ouais? Ouais. Ok. Ça serait avec plaisir. Merci beaucoup. On t'a trouvé à manger. Alors là, c'est formidable. Donc on a fait la stratégie que je vous ai montrée. On s'est mis devant le supermarché. La première personne qui s'est arrêtée juste devant nous pour rentrer faire ses courses, on lui a demandé s'il avait l'amabilité de nous offrir le repas de ce soir. Et alors il nous a saucé de fou. Donc 2 baguettes, une baguette chacun, le petit camembert qui fait plaisir, 16 balles de charcuterie, 2 bouteilles d'eau et des petits abricots en dessert. Donc là en fait on va se régaler. Donc on est au bord de la route puisqu'ensuite on reprend la route de Carpentras. Il nous a dit de pas y aller parce que ce qui paraît c'est pas ouf. Bon, on sait pas trop à quoi s'attendre, on verra bien. En attendant là on va se régaler, c'est extraordinaire. C'est juste dingue. Et en fait c'est vous montrer en fait à quel point les gens sont hyper généreux quoi.
Donc en 2 temps 3 mouvements, on mange bien parce que les gens ont envie de faire plaisir, de régaler. Donc en fait, il faut vraiment pas s'inquiéter. Peu importe la façon dont vous mendiez, vous aurez toujours à manger. C'est pas possible de mourir de faim en France ni en Europe. Ça là-dessus, il faut être très clair. La plupart d'entre nous, la plupart du temps, nous retrouvons dans l'autre situation, de celui qui a et qui donne, plutôt que celui qui n'a pas et qui reçoit. Un conseil alors dans l'exercice de votre charité. C'est la confiance qui fonde la base de la société, et elle s'éprouve par l'honnêteté et la franchise, dans un sens comme dans l'autre, et à tous les niveaux. Il y a 2 situations que nous avons vues ici et qui sont différentes. Celle du voyageur fauché qui a besoin de manger pour poursuivre son aventure. Sa situation est ponctuelle et il n'a pas besoin d'argent. Ne lui en donnez pas. Contentez-vous, si vous souhaitez l'aider, d'étudier son besoin du moment et d'y répondre à propos, selon vos moyens. Nourriture, titre de transport, hébergement, etc. L'autre situation est celle du mendiant en situation prolongée. Ne lui donnez pas d'argent non plus, à moins de bien connaître sa situation et le bon usage qu'il ferait de l'argent que vous lui donneriez. Cela évite de donner à des menteurs qui décevraient votre confiance et vous dissuaderaient d'aider les véritables nécessiteux qui ont besoin de vous et de votre charité. S'il a faim, donnez-lui à manger directement en étant à l'écoute de ses goûts et de ses envies. Plus vous passez de temps avec des nécessiteux, plus vous serez capable de répondre de manière efficace à leurs besoins spécifiques. Des aides sociales existent pour les personnes dans ces situations, et vous les offrez déjà par vos impôts. Parfois, malheureusement, ces personnes n'y ont pas accès et ont besoin que vous les orientiez vers les bonnes personnes. En général, tout ce temps passé à vous intéresser vraiment à la personne est ce que vous pouvez faire de mieux pour elle. Car la plus grande nécessité dans cette situation difficile, c'est d'être considéré. Merci monsieur. Avec plaisir. Merci bien. Et de quoi vous auriez besoin d'autre? Des chaussettes, hygiène, comme d'hab. et vêtements, c'est plus important. Ouais. Et la nourriture Ça arrive, on nous donne assez souvent, mais c'est sympa aussi. Mais c'est plus le week-end, le dimanche, ou samedi, c'est plus galère. Et au niveau des maraudes, il y a beaucoup de gens qui viennent non? Il y en a quelques-unes, mais en fait ils sont pas organisés assez bien. Ah ouais? Parce qu'il y a des jours comme le lundi, le mercredi et le vendredi. C'est le un restaurant-bus. restaurant. Et les autres jours de la semaine, il n'y a rien. Ah, ok, d'accord. Donc il manque de la fréquence, quoi. Ah, ça c'est plus le mardi et le jeudi. Ouais. Plus intéressant. Sinon, du coup, vous débrouillez juste en demandant soit directement. Ouais. Ouais. Comme des gens ils nous offrent des chaussettes comme toi. Des petits services de temps en temps, ça rend plaisir. Parce qu'en général, même quand on fait la manche devant le magasin, les gens nous donnent des sandwichs Triangle. Mais c'est plus facile d'avoir ça et une baguette. On fait 6 sandwichs. Du coup, tu fais ta recette. Si personne mange, au lieu qu'un seul mange des sandwichs. C'est ça. Merci beaucoup. Hein. Il n'y a pas de souci. Bonne journée. Ouais, bonne journée. Bon, là on y est. Hein. Bah ouais, on y est. Donc, il y a des soirs ça marche pas. Donc, en l'occurrence, on est à Carpentras. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les gens autour nous avaient dit attention, ça va être compliqué à Carpentras. Il faut rester aux alentours dans les petits villages où on trouvera des gens un peu plus aimables. Bon, c'est une ville qui est un peu morte. Il y a beaucoup de gens dans la rue, mais c'est pas du genre qui inspire confiance. Et donc, voilà, la plupart des gens nous ont dit qu'ils avaient des trop petits appartements. Et effectivement, ça a l'air d'être des tout petits appartements. Donc, on vient d'essayer de voir un hôtel. Un peu le dernier truc. On a fait tous les bars qui traînaient, à demander au personnel s'ils pouvaient eux-mêmes nous héberger. Et voilà, donc ils ont fait la réponse que je vous ai dite. Et puis donc en fait on a testé une autre stratégie, celle des hôtels. Donc moi j'ai déjà été réceptionniste de nuit quand j'étais étudiant et donc j'hébergeais des gens dans la réception. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait le tour d'Europe, il y a un type Rasta Solo Traveler, vous pouvez le suivre sur YouTube, qui est aussi un voyageur, qui
qui faisait ça en fait, qui était réceptionniste de nuit à Bratislava, et il m'a hébergé dans la réception. Avant que, ensuite, l'autre réceptionniste de jour arrive, donc il fallait partir tôt le matin. Donc vous pouvez faire ça, demander à la réception de nuit qu'il vous fasse une place dans la réception. C'est pas ouf parce que il y a de la lumière, le mec il bosse, donc il y a du bruit, mais au moins vous avez un endroit à l'abri pour dormir. En l'occurrence, on est allé sur le seul hôtel de la ville et il n'y a pas de réceptionniste de nuit. Donc on a fait un peu toutes les solutions. Là il pleut comme vache qui pisse, donc on va dormir dehors. Et juste devant l'hôtel parce qu'on est trop claqué. Donc tant pis, ils vont trouver deux clodos le lendemain en prenant leur tour. Et tant pis, mais bon là ça va être compliqué quand il est déjà 23h. On est crevé de la journée. Donc voilà, il y a des soirs avec, il y a des soirs sans. Et ça fait partie des soirs sans. Il y a plusieurs choses à savoir concernant le fait de dormir dehors, en ville, car c'est une des situations les plus dangereuses que vous puissiez vivre avec cette manière de voyager. Évitez un maximum de dormir en pleine rue, car vous êtes à peu près sûr de vous faire détrousser durant votre sommeil. Si vous n'avez pas d'autre choix, mettez tous vos objets de valeur cachés sous votre corps et contre les murs, de sorte à ne pas faciliter la tâche à d'éventuels voleurs. Dans cette situation, nous étions deux, et dans une petite bourgade, placés dans une niche assez à l'abri du regard des passants et couverts par la pluie. Mais lors de la course d'autostop que j'avais organisée, 3 binômes se sont retrouvés sans abri à Munich. Ils se sont fait un lit de palettes sous le porche d'une église. Les filles dormaient si bien qu'elles n'avaient pas vu ce qui se tramait autour. Si les garçons ne s'étaient pas réveillés à cause de la lumière des lampes que des dealers complètement drogués leur projetaient au visage, en se battant entre eux pour savoir ce qu'ils allaient faire de ces intrus sur leur point de vente, le pire aurait pu arriver. Heureusement, les gars ont vite réagi pour réveiller les belles au bois dormant et rapidement se sortir de ce bourbier, profitant des querelles internes des dealers pour trouver refuge dans une cage d'escalier. Cela montre bien que même à 6, dormir dehors en ville est une situation à éviter au maximum. Dans la plupart des cas, si vous ne trouvez personne pour vous accorder le gîte le plus minimal et passer un certain état de fatigue, mettez tous vos efforts à trouver un lieu sécurisé, le plus inaccessible possible, à l'abri de la lumière, du vent et des intrus. Au contraire du jour, la nuit, les humains ne sont plus vos alliés. Vous devez trouver des lieux où vous ne les rencontrerez pas. À Barcelone, j'avais fini par trouver un parc pour y planter ma tente, mais c'est loin d'être idéal, car c'est souvent trop exposé. À Amsterdam, un bateau abandonné m'avait servi d'abri. J'y étais bien plus en sécurité qu'ailleurs dans cette ville très concentrée, car hors de portée des rôdeurs. Mais les cours d'eau charrient toujours avec l'humidité, le froid. Et les rats m'ont réveillé bien souvent. À Rome, je suis tombé sur un graffiti salvateur, laissé par un squatteur généreux qui avait laissé derrière lui un indice pour le prochain malheureux qui aurait besoin de trouver un refuge inespéré dans la ville éternelle, indiquant un lieu où une tente pourrait être posée. Le lieu était inoccupé pour mon plus grand repos. Il n'y a pas de grandes règles sur le sujet. Soyez donc observateur. Ne vous reposez pas tant que vous n'avez pas trouvé un lieu qui soit un maximum sécurisé. Plus la ville est dense, plus l'incertitude que les comportements humains occasionnent est grande. Votre objectif est de minimiser cette incertitude en trouvant des abris les plus cachés possibles et les moins évidents. Alors après une nuit dehors assez difficile évidemment, on a pu trouver un hébergement pour finir la nuit. On a fait du stop ensuite au petit matin à 6-7 heures. On est parti puis on a pu aller au village suivant et ceux qui nous ont pris en stop, donc Vincent et Laetitia, nous ont accueillis ici, nous ont fait un petit lit pour qu'on puisse dormir, finir la nuit tranquillement. On a pu se débarbouiller chez eux et voilà, remplir nos gourdes. Pour vous montrer qu'il est aussi possible de trouver l'hébergement à partir de l'autostop, qui est peut-être même préférable quand vous arrivez à une certaine heure le soir, quand vous arrivez sur un endroit, ou alors
et si voilà, ça n'a pas été possible, comme là, on peut se reposer le matin pour pouvoir reprendre la route dans de bonnes conditions, parce que sinon on aurait été défracté. Donc là, un grand merci à nos sauveurs du jour. Et là, on va pouvoir repartir tranquillement. Alors là, nous sommes accueillis chez Cédric et Hortense qui nous offrent l'hospitalité. Ils nous ont monté une tente dans leur jardin et ils nous ont donné à manger pour qu'on puisse bien profiter. Tout ce qu'il a fallu faire, c'est simplement sonner à la porte. Voilà. Donc, c'est vous dire que c'est possible, et du coup là, on va bien pouvoir se reposer puisqu'on a commencé assez tôt à demander du coup à faire du porte-à-porte. Et du coup c'est chouette, il est 21h, ils nous ont même offert un petit litron de vinasse, un petit peu de vin, puisque Cédric est consultant en viticulture. Du coup on va pouvoir bien dormir, et avec des petites olives qu'ils ont eux-mêmes confectionnées et cueillies, donc magnifique. Il est beau, il a une belle robe. Hein. Alors c'est du Côte du Ventoux, donc on savoure le patrimoine local. Mmh. Et ben vive le roi. Et nique la République. Alors mon bon Swan. Et ben là on plie bagage, donc on plie la tente que Cédric et Hortense nous ont prêtée. On la leur rendre. Ils nous ont servi le café ce matin. On est vraiment bien gâtés. Franchement ça fait vraiment du bien. Donc du coup on a dormi dans la tente, ce qui vaut vraiment plus le coup que de dormir dehors. Surtout qu'il fait très bon là en Provence. Donc vraiment on n'a pas eu froid. C'était hyper agréable. C'est beaucoup plus difficile de rencontrer des gens dans la rue, etc. Parce que les gens sont chez eux, arrivés à une certaine heure. Il faut absolument pas hésiter à poser les bonnes questions. Et donc à sonner chez les gens quand on suppose qu'il y a quelqu'un. Et voilà. En général, les gens donnent ce qu'ils peuvent, et puis il faut s'adapter. Si on vous propose un jardin, c'est parfait, c'est très bien. Si vous avez l'opportunité de dormir dans un lit, c'est le mieux, mais il faut pas l'exiger en fait. Bon là t'es un peu en PLS là. Alors dis-nous tout. Alors il y a un 4e lieu d'hébergement que vous pouvez fréquenter si vous avez besoin. Ici nous sommes au Puy-en-Velay, qui est un haut lieu de pèlerinage en France, et donc par conséquent nous nous trouvons dans un abri de pèlerins. Donc en fait vous pouvez aller sur des lieux de pèlerinage dans des abris de pèlerins pour pouvoir vous reposer, et en fait on vous propose dans ces abris de faire un don selon vos moyens par rapport à voilà. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de payer. Si vous voyagez sans argent, en fait, c'est compris, puisque la charité chrétienne, elle a des siècles et des millénaires, et en fait, on sait très bien qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui voyagent sans le sou, parce qu'en fait, cette méthode de voyage, elle n'est pas moderne, c'est pas un truc qui existe depuis quelques années, qui est un peu à la mode, ça existe depuis des siècles. En fait, c'est la première façon de voyager. Avant, les gens voyageaient sans rien et ils allaient jusqu'en pèlerinage avec que dalle, avec 3 sous en poche, voire rien du tout. Et donc, forcément, ils passaient par ce genre d'abri de pèlerins. Donc, vous pouvez très bien passer un temps de repos ici. Comme c'est le cas aujourd'hui, après 2 nuits dehors, on est très content, surtout que là, il pleut à fond la caisse, qu'il y a eu de l'orage. Donc c'est très bien de pouvoir se reposer, surtout quand on est un petit peu malade, JS et moi. Alors là c'était important de se reposer.
Cela dit, les abris de pèlerins peuvent être payants. C'est le cas ici, en raison de la crise des vocations. Mais la plupart des abris n'ont pas ce fonctionnement. Il faut bien comprendre que ce genre d'hébergement est réservé aux voyageurs, à l'instar des refuges de montagne que les randonneurs peuvent gratuitement investir à condition de les laisser plus propres qu'ils ne les ont trouvés. Pour ce qui est des accueils d'urgence de sans-abri, ne comptez pas dessus. Ils sont réservés aux sans-abri, qui sont dans cette situation de manière prolongée. Ils ont déjà du mal à y accéder tant la demande est forte. Laissez-leur cette possibilité et ne surchargez pas la liste d'attente. Si vous ne trouvez nulle part l'hébergement, il ne peut pas vous faire de mal de dormir dehors afin de connaître intimement pour quelques nuits le sort de milliers de malheureux qui le fréquentent quotidiennement. Seul ou à plusieurs, voici dans quelles limites vous pourrez bénéficier de l'hospitalité de vos hôtes. Vous verrez qu'elle peut être sans limite. Ici, à Ljubljana, nous avons été hébergés à 10 dans 10 mètres carrés. Notre hôte nous a même cédé son lit pour dormir dans le couloir. C'est le plus haut niveau d'accueil qu'il m'ait été donné de recevoir. Dans ces circonstances, comme dans toutes les autres, il est crucial d'honorer ceux qui vous font la grâce de vous prêter refuge. Vous serez accueillis par tout type de personnes, riches ou pauvres, propres ou sales, intro ou extravertis. À un plus haut degré qu'en voiture, vous pénétrerez dans l'intimité des personnes. Vous devrez donc vous rendre particulièrement sensible aux habitudes de vos hôtes pour ne pas les y déranger. Selon le milieu social ou culturel de votre hôte, il ne sera pas habitué aux mêmes usages de politesse. Inutile donc de faire des manières avec ceux qui ne pourront pas les comprendre. Ils risqueraient de se sentir insultés. Qui peut le plus, peut le moins. Si vous connaissez les règles d'étiquette élémentaires, vous pourrez être dignement reçu à toutes les tables. Ma mère avait coutume de dire, en m'éduquant, que cela me permettrait d'être reçu partout. Et elle n'avait pas tort. N'hésitez pas à rendre service dans les tâches ménagères, et surtout laissez le lieu dans le même état que celui dans lequel on vous l'a prêté, voire même mieux si cela ne désorganise pas la personne, dans le cas où elle vivrait dans un bordel organisé. Ne faites pas trop de zèle. Le mieux est trop souvent l'ennemi du bien. Vous êtes un voyageur, pas un squatteur. Ne restez jamais très longtemps afin de ne pas peser sur vos bienfaiteurs. N'acceptez de prolonger votre séjour que si c'est à l'initiative de votre hôte, qu'il y insiste particulièrement, que vous vous y sentez bien et que votre programme de voyage vous le permet. Ce pourrait être la dernière fois que vous dormirez en sécurité et il est important de bien se reposer dans ce contexte qui est très énergivore. Je rappelle que pendant mon tour de France, j'ai dormi que 2 nuits dehors et c'était vraiment une circonstance particulière. Partout, même sur l'île d'Ouessant, qui est quand même du coup très reculé, ils n'ont pas toujours l'habitude de rencontrer des voyageurs comme ça, j'ai réussi à trouver l'hospitalité. Donc en fait, partout en France, c'est possible. En Europe, c'est un peu plus difficile. J'ai dormi peut-être la moitié des nuits dehors. Donc plus difficile, il n'y a pas le même sens de l'hospitalité en France qu'ailleurs. En France, on est quand même vraiment bien lotis. On a des gens extraordinaires. Les Français sont des peuples incroyables. Donc voilà, il faut pas hésiter. Là encore, il y a quelques règles simples de sécurité à respecter. À Saragosse, c'est un drag queen qui m'a hébergé. Bien évidemment, je ne le savais pas avant qu'il me montre tout son attirail et ses prestations au Club Med, ceux auxquels j'ai prêté la plus vive attention. Au moment d'aller me coucher sur le canapé, qu'il m'avait promis, il a lourdement insisté pour que je regarde des films de vampires avec lui dans son lit. J'avais beau refuser, il insistait de plus belle. Il a fallu que je lui rappelle le contrat initial par lequel j'étais entré chez lui. Il m'avait proposé un canapé dans un salon vide, et c'est cela que j'avais accepté initialement. S'il m'empêchait d'y dormir, seul et en paix, je quitterais simplement le lieu. Cette nuit-là, faute d'eau bénite, j'ai dormi mon chapelet à la main et le couteau dans l'autre, et aucun vampire n'est venu troubler mon repos. Oulala, mais attends, mais t'es vachement radical, toi! Si vous devez quitter un lieu où vous n'êtes pas pleinement accueilli et êtes en danger, n'hésitez pas. Il peut être douloureux de quitter un confort pour l'incertitude de la nuit, mais dans certaines circonstances, cela vaut mieux. Il est important de bien s'accorder dès le début avec la personne rencontrée et de s'assurer qu'elle est en pleine possession de ses moyens
pour ne pas prononcer des paroles en l'air. À Pise, j'étais arrivé bien tard dans la nuit, et il n'y avait pas un chat dans les rues. Seulement un jeune mec tout juste sortant titubant d'un bouge. Perdu entre l'italien et l'anglais, il avait accepté de me porter secours pour la nuit et de me prêter un canapé dans la maison familiale. Il m'avait assuré que son père était catholique et donc charitable, qu'il n'y aurait pas de problème à m'héberger. Arrivé chez lui, il m'offrit le repas et je pus me régaler de produits italiens qui avaient peu à envier de notre gastronomie. À peine couché sur le canapé, le père, réveillé, réveilla toute la maisonnée par le cri de sa fureur contre ce fils indigne et bourré, ramassant n'importe qui sur la route pour l'imposer chez lui. Tous deux désolés, je fus beaucoup plus cordialement chassé et prié de retourner à la ténèbre ma compagne. Il y a évidemment des conditions dans lesquelles recevoir l'hospitalité, qui dans certaines familles, et cela se comprend, ne se donne pas n'importe comment. Donc là, on est gentiment accueilli chez quelqu'un. Je vais pouvoir prendre une douche, puisqu'on va faire une pause ici, une petite journée. Donc, je vais avoir le temps de faire ma lessive en même temps que prendre une douche. Et donc, ça va être la même chose, la même action, avec le même savon de Marseille qu'on a dans notre sac. Et puis, me rincer mes vêtements. Une fois que j'ai fini, je me sèche et ensuite je rince mes vêtements. Du coup, suivez-moi. Enfin, vous restez à la porte, mais vous me suivez si vous voulez. Et puis, voilà, ça va bien se passer, quoi. Toi, tranquillement, hein. Donc là, on passe à la partie essorage. Alors, vous voyez, le problème, c'est que, évidemment, le savon de Marseille, c'est quelque chose qui aura tendance à se rigidifier. Donc, en fait, la partie la plus importante pour moi, c'est le rinçage. Il faut vraiment bien les rincer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça prend du temps, il faut avoir le temps devant soi. Et puis après, il faut essorer à balle, parce que, évidemment, vous n'avez pas forcément le temps de sécher. Donc, vous pouvez avoir tendance à agrandir un peu vos vêtements. Donc, il faut aussi faire attention à ça. Et du coup, profitez à chaque fois que vous avez vraiment l'occasion de faire votre lessive. Évidemment, plus vous partez chargé de vêtements, moins vous aurez besoin de faire des lessives. Et vous pouvez les espacer. Par exemple, pendant mon tour d'Europe, j'ai dû faire 2 ou 3 lessives, mais des vraies bonnes lessives de toutes les fringues, chez des gens qui avaient une machine à laver avec aussi un sèche-linge. Ce qui permet du coup d'avoir toutes ces fringues prêtes pour repartir. Mais là, effectivement, on n'a pas l'occasion, on a juste ce qu'il faut, mais c'est important d'avoir des fringues propres le plus possible, d'être toujours propre sur soi. Donc bien évidemment, quand vous avez terminé, les normes de politesse s'appliquent. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez vos petits poils et vous nettoyez votre douche pour laisser un lieu propre à ceux qui gentiment vous ont accueilli, quoi. Faites pas les gros dégueulasses, hein. Dieu vous voit, les enfants. Parce que sinon ils rouvriront pas leurs portes à d'autres personnes qui seraient dans le besoin. Et ensuite ils vont le dire à leurs amis. Ah non, moi, une fois j'ai hébergé un mec, un gros dégueulasse, un crado, le mec pas sympa, il a pas respecté mon hospitalité, machin. Après, vous avez leurs amis qui font ah ok, moi qui étais plutôt de tempérament à ouvrir ma porte, c'est mort. Donc en fait, vraiment, si vous respectez les personnes qui vous accueillent et si vous leur donnez envie d'héberger après d'autres personnes, en tout cas de dire à leurs amis que c'est une bonne idée, voilà, vous allez permettre, surtout, en fait c'est une forme de militantisme, hein. Vous militez pour une société plus accueillante, plus fraternelle, à chaque fois que vous vous comportez en frères et sœurs de tous les Français et plus largement des autres peuples d'Europe et du monde. Voilà, donc surtout la politesse, qui est la pièce maîtresse en fait de ça. Donc avoir une conscience aussi du respect de l'hospitalité, de repérer les gestes d'amour que vous donnent en fait vos hôtes et de les honorer. Voilà, sinon on va vous sanctionner. Un sans-abri me confiait à Marseille que la chose qui lui était le plus dure à vivre dans sa situation était de n'avoir nulle part où faire ses besoins
et de devoir rester en permanence aux abords de la gare, faute d'avoir trouvé d'autres cabinets. Je n'ai pour ma part jamais eu ce problème. Il y a de plus en plus de toilettes publiques dans les villes, mais s'il venait à en manquer, vous pouvez demander dans les bars et restaurants à utiliser leurs toilettes en expliquant gentiment votre situation. Il n'y a pas qu'un bar ou restaurant dans une ville. Si l'on vous le refuse, essayez ailleurs. Ce que l'on ne peut pas vous y refuser en revanche, du moins en France, c'est l'eau. Faites-y halte de temps en temps pour remplir vos gourdes. Dans d'autres pays, l'eau se mendie comme toute autre denrée alimentaire. Dans les pays les moins développés, vous devrez veiller particulièrement à ne boire que de l'eau en bouteille, que vous aurez décapsulée vous-même, sans quoi vous risquez de tomber malade, ce qui dans cette situation peut être désastreux. S'il vous arrive de tomber malade au cours de votre voyage et d'avoir besoin de médicaments, sachez que vous pouvez les mendier aussi directement en pharmacie ou aux gens. Qu'importe vos ressources, vous trouverez toujours un médecin prêt à honorer le serment d'Hippocrate et à vous venir en aide. Mais il vous faudra parfois franchir des déserts médicaux. Bien connaître les plantes et leur médecine peut aussi se révéler un atout crucial en voyage, aussi bien pour vous nourrir que pour vous soigner ou vous soulager de petits désagréments. Mais vous aurez du mal à en tirer des remèdes puissants sans le nécessaire pour cuisiner. Priez pour trouver une âme charitable qui accepte de vous prêter refuge le temps dont vous avez besoin pour récupérer. Dieu merci, toutes les fois où j'ai été le plus vulnérable, j'ai été secouru par de braves gens, sans quoi je ne donnerais pas cher de ma peau aujourd'hui. Ce guide est maintenant terminé. Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir pour partir dans les meilleures dispositions vers l'aventure dont vous rêvez. Bien entendu, nous n'avons pas évoqué nombre de situations particulières que vous pourrez rencontrer sur la route et qui dépendent de paramètres trop précis. Cela, il vous appartient de le découvrir vous-même en vous lançant dans l'inconnu. N'hésitez pas à ajouter vos retours d'expérience en commentaire ou à poser toute question auxquelles ce guide n'aurait pas répondu. Je serai ravi de vous répondre. Prenez soin de vous sur la route et bon vent!